こんにちは。殺人短編動画へようこそ。連続殺人者の犯行動機や心理はどのようなものだったのか。今回のケースは日本の殺人 on YouTube。Le 21 août, la police de Shibuya à Tokyo recevait une série de coups de téléphone paniqués vers 19h20. Une nouvelle attaque au couteau était en train d'avoir lieu dans une rue de Maruyama. Aussitôt, police et secours se précipitèrent sur place et durent intervenir au milieu d'une foule choquée. Une femme de 53 ans et sa fille de 19 ans étaient couchées sur le sol couvertes de sang et des passants tentaient de les rassurer. Quelques indications des témoins permirent aux policiers de suivre la direction vers laquelle l'agresseur s'était enfui tandis que les secours prenaient les victimes en charge. Les forces de l'ordre retrouvèrent la jeune terroriste quelques rues plus loin, assise et en larmes. Jeune car l'agresseur n'a que 15 ans. Cette jeune fille, dont le nom n'a pas été communiqué par les autorités au vu de son jeune âge, était assise sur le trottoir, un couteau à la main et son t-shirt bleu ciel ensanglanté. Elle n'opposa pas de résistance et suivit les policiers jusqu'à leur voiture sous les yeux affolés des passants, dont ceux qui avaient assisté à la scène l'identifièrent de suite. Conduite au poste de police, sa fouille permettra aux enquêteurs de trouver 2 autres couteaux dans son sac à dos, en plus du couteau de cuisine qu'elle portait encore sur elle. Les victimes furent prises en charge très rapidement et sorties d'affaire malgré des blessures très profondes dans le dos et le cou, dont certaines de plus de 10 cm de profondeur suite à la violence de l'attaque. D'après les témoins et la déposition de la jeune criminelle, elle aurait attaqué les 2 femmes en pleine rue, se précipitant sur elles, son couteau à la main, et les frappant de toutes ses forces à plusieurs reprises, puis menaçant les témoins de son arme, serait partie en marchant et aurait tourné au coin de la rue. Interrogée sur ses motivations, la jeune fille affirme avoir voulu se prouver à elle-même qu'elle était capable de tuer quelqu'un de sang-froid car elle prévoyait d'assassiner sa mère et son jeune frère, avec qui elle vivait afin de se livrer aux autorités et d'être condamnée à mort. Elle explique avoir développé une haine pour le style de vie trop traditionnel de sa mère au point de la haïr un peu plus chaque jour et voir en son frère un archétype de garçon insupportable qu'elle ne supportait plus. Fascinée par les tueurs en série et les tueurs de masse, elle dit avoir été attristée par la pendaison de Kato Tomohiro, le terroriste qui avait tué 7 personnes en 2008 lors de l'attaque à Akihabara. Les premiers éléments de l'enquête montrent que la jeune fille consommait régulièrement du contenu true crime sur YouTube et collectionnait les livres audio sur les grandes affaires de meurtre en série, ce qui, je vous l'accorde, ne constitue ni un crime ni une déviance. Le 22 août, elle a été présentée au procureur du tribunal pour enfants de Tokyo et mise en examen pour tentative de meurtre aggravé puisque la préméditation ne fait plus aucun doute. Une évaluation psychiatrique a été demandée et une enquête est en cours au sein de sa famille et de son école pour tenter de déterminer les motivations réelles d'un tel acte. Affaire à suivre. Le mardi 26 juillet, à l'aube, les officiers du service des exécutions capitales pendaient Kato Tomohiro, 39 ans, responsable de l'attaque meurtrière de Akihabara en 2008 et qui avait fait 7 victimes et 10 blessés. Condamné à mort en mars 2011, peine confirmée en appel en février 2015, cette exécution arrive après des années d'efforts des avocats de Kato en collaboration avec les ligues abolitionnistes pour tenter de rendre cette sentence anticonstitutionnelle, invoquant la dépression chronique du condamné et ses antécédents psychiatriques. Toutefois, lors du procès, les experts l'avaient déclaré sain d'esprit et en pleine possession de ses moyens au moment de l'attaque. Nakagawa Hideaki, le président d'Amnesty International Japon, a une nouvelle fois demandé la grâce du prisonnier au début de l'année et réclamé l'abolition de la peine capitale, mais comme toujours, il se heurte à un gouvernement très favorable à ces peines. La réponse du chef de cabinet Isozaki Yoshihiko a été sans appel, mais aussi à une opinion publique favorable à la peine de mort à 84% et même à son extension à d'autres types de crimes. Il n'y avait plus eu d'exécution depuis décembre 2021 où 3 meurtriers avaient été pendus. Il reste actuellement 106 personnes dans les couloirs de la mort des prisons japonaises.
Les 18 et 19 août, ce furent deux affaires terribles et très similaires qui ont mobilisé les polices de Haïti et Saitama. En effet, à quelques heures d'intervalle, ce furent deux familles qui ont été retrouvées décimées brutalement dans ce qui apparaît comme étant des meurtres-suicides, tels que le pays en connaît malheureusement de plus en plus. À Haïti d'abord, le 18 août, c'est suite au signalement d'un automobiliste que la police avait retrouvé une voiture très près d'une falaise et dans laquelle les corps d'une fillette de 9 ans, Tanaka Tiyu, et de son frère de 6 ans, Tora, reposaient cachés sous une couverture et victimes de plusieurs coups de couteau. Après les avoir identifiés, les enquêteurs avaient retrouvé leur mère de 42 ans au domicile familial, allongée dans la cuisine et victime elle aussi de multiples coups de lame. Le père de famille, lui, n'était pas présent dans la maison et reste toujours introuvable. Quelques heures plus tard, à Kawajima, dans la préfecture de Saitama, la police et les secours intervenaient au domicile d'une famille dont les proches étaient sans nouvelles et y trouvaient les corps ensanglantés de 4 personnes, les parents et leurs 2 enfants, une fille de 11 ans et un fils de 16 ans. Le jeune garçon pourra être réanimé par les secours malgré ses multiples blessures par arme blanche, mais les 3 autres membres de la famille seront déclarés morts par les médecins. Dans le cadre de l'affaire de Haïti, la police recherche activement le père, toujours en fuite, et examine les téléphones, caméras de surveillance et disques durs de la famille pour tenter de trouver une explication à ce qui apparaît comme un meurtre familial. Le corps d'un homme qui pourrait être celui du père meurtrier a d'ailleurs été retrouvé dans une forêt à quelques kilomètres des lieux du drame et est en cours d'identification. Pour ce qui est de l'affaire de Saitama, les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer que c'est bien le père qui a supprimé toute la famille avant de se donner la mort, comme l'indiquent les empreintes et analyses de la brigade scientifique. L'homme aurait drogué ses enfants grâce à des somnifères avant de leur ôter la vie, ainsi qu'à sa femme avant de se donner la mort. Ce genre de meurtres-suicides intrafamiliaux est en hausse constante depuis quelques années et les brigades criminelles préfectorales en ont une expérience qui leur permette de les comprendre et de les sourcer, mais toujours pas de les prévenir. Là encore, c'est un problème de surendettement qui semble être à la base des 2 drames. Dans les 2 cas, le père avait acheté une maison à crédit pour sa famille et avait commencé à ne plus respecter ses échéances suite aux baisses d'activité commerciale de la période Covid. Menacés d'expulsion par les banques, il semblerait que les 2 pères de famille n'aient pas supporté l'idée du déshonneur familial et social. La police n'a trouvé aucun lien entre les 2 familles et les enquêtes sont toujours en cours. En avril 2022, un officier de la brigade criminelle de Saitama, qui avait couvert bon nombre de ce genre de drame, avait réclamé plus de vigilance quant au suivi des familles surendettées afin de prévenir ce genre de mesures radicales, mais rien n'a encore été fait. Affaires à suivre. Suite à l'attentat contre l'ancien Premier ministre Abe Shinzo le 8 juillet dernier et les révélations de son meurtrier de 41 ans Yamagami Tetsuya quant à l'église de l'unification, la secte Moon, qui l'aurait poussé à commettre son acte au vu des connexions entre le parti libéral-démocrate de M. Abe et la secte, les choses sont en train de bouger dans le petit monde des sectes. Grâce à l'initiative d'un groupe d'avocats qui luttent contre les dérives sectaires et l'ingérence des religions dans la vie politique, la secte d'origine coréenne est au centre de toutes les polémiques et risque même de faire l'objet d'une enquête officielle pour la première fois de son histoire sur le territoire national. L'association de juristes lutte contre tous les mouvements sectaires installés au Japon et a commencé son travail sur Moon en 1987, suite à une vague de plaintes de familles à qui l'on avait soutiré beaucoup d'argent. Les avocats, bien avant l'attentat, avaient mené une vaste enquête sur le sujet et avaient relevé 34 537 cas d'escroquerie imputables directement à la secte Moon pour un total de 123,7 milliards de yens, soit environ 900 millions d'euros. Cet argent est principalement versé pour obtenir des bénédictions et ainsi échapper à l'enfer que promet tout bon prêtre mooniste à qui ne suit pas la ligne du mouvement. D'après leur enquête, les victimes des sectes pour le territoire japonais sont des femmes à hauteur de 78%, souvent veuves ou en situation de détresse affective. Le groupe de juristes a une nouvelle fois officiellement demandé la fin de la reconnaissance de la secte comme religion et son classement dans le groupe des cultes dangereux et à surveiller.
Mais, et ils le savent, c'est sans compter le grand nombre de politiciens dont beaucoup siègent à la diète. Je vous renvoie à ma vidéo sur le système politique japonais si vous voulez plus d'infos, et qui appartiennent ou sont proches de la secte et constitueront forcément un obstacle à cette résolution. Le Premier ministre Kishida, qui semble ne pas être proche de ce mouvement, a une nouvelle fois déclaré qu'une commission serait nommée pour enquêter sur l'Église de l'unification. Et qui sait, on peut enfin espérer la naissance d'une loi qui mettrait un terme à l'impunité des sectes au Japon. Affaire à suivre. Encore un sujet dont je vous parle souvent et qui malheureusement revient encore sur le tapis. Le 1er août dernier, un peu avant midi, un homme de 74 ans, soigné pour des problèmes cardiaques et atteint de la maladie de Parkinson, a perdu le contrôle de sa voiture et foncé à vive allure dans une artère piétonne du quartier coréen de Ikuno à Osaka. La famille Nakayama, qui se rendait dans son restaurant coréen favori, se trouvait sur son passage et la poussette de la petite Mei, âgée de 13 mois, a été percutée de plein fouet à 70 km/h, tuant net la pauvre enfant et blessant gravement 3 membres de la famille. La voiture folle a terminé sa course sur un étal de fleuriste avant que le conducteur, désorienté, ne soit appréhendé par la police. Auditionné, l'homme a déclaré ne pas se sentir responsable de la mort du bébé, ne l'ayant pas vu à cause d'une confusion passagère due à son état de santé, mais, je cite, « avoir pu éviter beaucoup de monde en braquant vers le magasin et donc avoir sauvé des vies ». Il a été placé en détention et mis en examen pour homicide involontaire avec arme par destination. S'il est reconnu responsable de ces actes, il risque 5 ans de prison. Ce nouveau drame pose une nouvelle fois, et une fois de trop, le délicat problème de la conduite des seniors au Japon, y compris des professionnels, qui est responsable d'une centaine de morts chaque année. Il n'est pas rare de prendre un taxi conduit par un homme de 80 ans qui s'endort à chaque feu rouge, ou de voir un minibus scolaire conduit par une femme de 78 ans qui perd connaissance à l'arrêt de la clim. Je n'extrapole pas, je livre juste des expériences personnelles. La proposition d'un examen médical et de conduite tous les 3 ans, passé 70 ans, ne passe toujours pas au Parlement, sans doute à cause de l'âge moyen des élus. Affaire à suivre. Le 22 juillet dernier, un homme de 35 ans, Sasaki Fumitoshi, se présentait au poste de police de Manseibashi à Tokyo et avouait le meurtre de son ami Yamanaka Kenji, 34 ans, quelques minutes auparavant. Après avoir posé l'arme du crime, un canif à la lame de 13 cm sur le comptoir, l'homme s'est constitué prisonnier et a livré son récit de la mortelle soirée, récit corroboré par un 3e ami présent à leur côté ce soir-là. Une fois n'est pas coutume, c'est une histoire de rivalité amoureuse qui est à la base de ce drame. Les 3 hommes s'étaient retrouvés dans un bar de Akihabara près de la gare et avaient bu toute la soirée comme ils le faisaient souvent. La victime, Yamanaka Kenji, s'était vantée d'avoir une nouvelle petite amie et avait montré de nombreuses photos de leur couple à ses amis. Fumitoshi, qui connaissait bien la fille en question et lui avait déjà fait des avances à de nombreuses reprises, en aurait pris ombrage et les nombreuses provocations sur le ton de l'humour de son ami l'auraient poussé à bout. C'est en sortant du bar, au moment où Yamanaka aurait dit qu'il allait rejoindre sa belle, que son ami aurait vu rouge et ressorti son couteau de sa poche, le dépliant et le plantant à 3 reprises dans la poitrine du malheureux, le tuant sur le coup. Il avait alors pris la fuite avant de se raviser et d'aller se livrer à la police. Après ses aveux complets, il a été mis en examen pour meurtre et risque 15 ans de prison, la préméditation n'ayant pas été retenue par le procureur. Affaire à suivre. Je vous en parlais l'an dernier et l'affaire est loin d'être terminée. En mars 2021, Sandamali Wishma, une ressortissante sri-lankaise de 33 ans, mourait en détention dans les locaux des services de l'immigration de Nagoya. La jeune femme à la santé fragile après les coups répétés et les blessures infligées par son petit ami sri-lankais lui aussi, et qui au vu de ses déclarations lors de plusieurs plaintes ressemblaient à de véritables séances de torture, avait été placée en détention administrative suite au refus de renouvellement de son visa étudiant étant donné qu'elle avait abandonné ses études.
Lors de sa détention, elle avait été conduite plusieurs fois à l'hôpital suite à des problèmes liés aux violences domestiques dont elle avait été victime. Mais le 6 mars au matin, elle avait été retrouvée morte dans sa cellule, créant une vive émotion dans la communauté indienne et sri-lankaise du Japon. Le 16 mai 2021, ses deux sœurs vinrent au Japon pour porter plainte contre le gouvernement et le centre de détention de Nagoya, leur demandant 156 millions de yens, soit environ 1 million d'euros, comme dommages et intérêts. Mais après enquête, il apparaîtrait que la responsabilité du centre de détention ne serait pas impliquée et depuis ses conclusions, l'avocat de la famille Sandamali réclame les bandes de vidéosurveillance du centre pénitentiaire en vain. Le ministère invoque la confidentialité de ces enregistrements et l'impossibilité de les rendre publics. La famille de la victime ainsi que la communauté sri-lankaise du Japon ont organisé plusieurs manifestations et saisi la Cour internationale des droits de l'homme, dénonçant un meurtre raciste camouflé et couvert par l'État. Cette affaire, qui promet d'être longue et compliquée, avait jeté un coup de projecteur sur les conditions de détention des clandestins au Japon et la persistance de lois d'exception relatives aux étrangers résidents. Après plusieurs refus de la part du ministère de livrer les enregistrements, les avocats des deux parties négocient un arrangement qui pourrait trouver une issue d'ici la fin de l'année. Affaire à suivre. Le 21 août, Madame Mogami Kazuko, 75 ans, atteinte d'une maladie incapacitante et qui vivait avec son mari et sa fille de 38 ans, était retrouvée morte par cette dernière, allongée sur son futon, une serviette nouée autour du cou. Croyant d'abord à un crime de rôdeur, la fille avait appelé la police qui fit les premières constatations et découvrir que le meurtrier était rentré sans effraction, possédant sans doute une clé. Très vite, la piste du fils cadet se détacha. Masayuki, 36 ans, avait été chassé de la maison par ses parents et sa sœur 5 ans auparavant pour divers forfaits, vols intrafamiliaux et surtout une très longue période d'inactivité et une addiction aux jeux et à l'alcool que sa famille ne voulait plus financer. Fiché par la police et déjà surveillé dans le cadre d'une enquête sur un cercle de jeux clandestins, l'homme fut appréhendé le 23 août par la police métropolitaine de Tokyo dans le quartier de Higashi-Ojima. Il craqua assez rapidement sous le poids des preuves matérielles dont les bandes de vidéosurveillance de la résidence et des empreintes retrouvées sur place. Mogami avoua avoir été chez sa mère dans la matinée du 21, pendant que sa sœur et son père étaient au travail, pour demander de l'argent à sa mère. D'après lui, elle lui aurait encore fait la morale et il aurait vu rouge, la giflant avant de l'étrangler avec une serviette de toilette. D'après la famille, il aurait volé 55 000 yens en espèces, soit environ 4 000 euros, dans un tiroir de la chambre de sa défunte mère. Il a été présenté au procureur et mis en examen pour meurtre aggravé. Il risque 30 ans de prison. Affaire à suivre. Pour cette rentrée 2022 de Petit Satsujin, quoi de plus naturel qu'une nouvelle plongée dans le monde merveilleux du petit linge et de ses prédateurs. Depuis 2 ans que je vous guide dans cet univers étonnant des paraphilies, avouez que nous en avons exploré des vertes et des pas mûres, et qu'entre les fétichistes du pied, des tabliers et des flûtes à bec, le moins qu'on puisse dire est que nous ne sommes pas prisonniers d'un genre. Mais avant de nous étendre un peu plus sur notre phénomène du jour, qui, vous le verrez, méritait qu'on s'y intéresse, laissez-moi répondre à l'une de vos grandes interrogations. Mais où diable trouve-t-il toutes ces informations passionnantes ? Comment fait-il pour être toujours à la pointe de l'investigation ? Cet Albert Londres du caleçon a-t-il des informateurs dans toutes les rues sombres et les laveries automatiques ? À cela, je répondrai juste PQR. Oui, mes amis, la bonne vieille presse quotidienne régionale, celle qui sait prioriser l'info mieux que personne. Vous pouvez faire l'expérience chez vous, en France ou ailleurs, avec votre canard local, passer les dispensables pages de politiques internationales et autres balivernes. Vous y trouverez des infos essentielles sur le comice agricole d'à côté, le bal des pompiers borgnes victimes d'attaques de cétoines dorées en opération extérieure, les horaires de la messe et bien sûr, les affaires de vol de linge sur la corde de Madame Martin, 75 ans, inquiète d'être la cible d'un détraqué.
Essayez, vous n'en reviendrez pas. Eh bien, il en est de même au Japon. La PQR est une mine d'or inépuisable pour qui s'intéresse aux petits tracas de nos contemporains et se soucie de leur bonne santé mentale. Alors réjouissez-vous, l'histoire de ce jour nous provient en ligne directe de l'une de ces bibles du crapoteux en direct de Setagaya. Vous le savez sans doute, oui vous le savez, Internet a changé la vie des collectionneurs de tous ordres, autrefois obligés d'acheter des magazines spécialisés, de courir les foires et les conventions, ou de se faire un cercle de connaissances, voire d'amis, qui partageaient la même passion. Que ce soit pour les figurines en plastique, les porte-clés, les mèches de cheveux d'Elvis, les vraies épines de la vraie couronne du vrai Christ, ou les sous-vêtements portés par de jeunes jouvencelles ou des vieux routiers, chacun ses goûts. L'avènement des internets libéra le cochon honteux du rouge au joues que provoquait l'entrée dans l'un de ces antres de la perversion et soulagea force t-shirt d'une sudation intempestive. Hirano Daisuke, 43 ans, ancien manutentionnaire et grand amateur de pop culture, est l'un de ceux qui a su prendre ce virage et même en profiter. Esthète incontestable et collectionneur compulsif, il a d'abord acquis à prix d'or les pièces de vêtements intimes et usagées qui faisaient le bonheur de ses nuits avant de comprendre qu'il pouvait faire profession de cette passion, comme un cuisinier du dimanche ouvre enfin son restaurant ou un chômeur névrotique devient youtubeur. Alors ce staccanoviste du poignet a enfin lâché son vie pour sa souris et créé l'une des premières plateformes d'achat de culottes sales de l'histoire de la toile, aujourd'hui disparue mais dont les trembloteux des mimines se souviendront avec humidité. Hirano, un homme organisé, avait réalisé que les 20 ou 30 000 yens, environ 200 € couvraient largement le prix du tissu et de l'envoi, et que le seul investissement conséquent qui lui restait à faire était celui de la porteuse temporaire du dit vêtement. Et il avait donc commencé à prospecter dans son cercle proche, mais l'idée n'avait que peu séduit ses anciennes collègues et ses cousines de province. Les clients demandant une photo pour attester de l'authenticité de la chose, il n'allait donc pas les porter lui-même. Il y eut une période où, après maintes petites annonces, il avait trouvé des étudiantes volontaires et besogneuses qui, pour arrondir leur fin de mois, enfilaient du coton à la chaîne, mais les gourgandines devenaient gourmandes et Hirano rognait ses marges un peu plus chaque mois. L'idée de génie, il eut un soir de Noël alors que, lassé de ses 5 contre 1, il s'était offert une soirée dans un bordel à 2 rangs à Shinokubo et devisait avec la pro qui lui pompait ses ronds en whisky bas de gamme alors que, soyons honnêtes, il aurait préféré qu'elle pompât autre chose. C'est après avoir honoré la dame que notre jeune entrepreneur eut une idée de génie de celles qui font les grandes civilisations et les révolutions culturelles. Il proposa à la plus très jeune tapineuse de lui racheter sa culotte et lui toucha 2 mots de ses activités ludiques et commerciales. En femme d'affaires, elle ne put qu'accepter cette offre de carrière unique et s'exécuta en posant pour la photo et cédant son dessous pour quelques centaines de yens. Voyant que l'opportunité de faire de l'argent facile lui sautait dessus comme la vérole sur le bas clergé, notre bon Hirano revint encore une fois avec un stock de lingerie, pas bête, et réalisa à nouveau une plus-value d'américain. Bon, il est vrai que le prix de la passe diminuait considérablement le profit et que la dame de petite vertu avait un peu augmenté ses tarifs de portage culottier. D'un commun accord, du plus commercial bien sûr, les 2 complices, enfin surtout un, décidèrent que madame recevrait chaque mois un colis de lingerie dont elle devrait s'occuper, photos à l'appui, et serait payée par virement après qu'elle ait renvoyé le tout au président directeur général. Et la petite affaire commença à tourner comme une chaussette dans un sèche-linge. Bientôt, la demande dépassa l'offre et Hirano dut pousser sa laborieuse petite abeille à fournir encore plus de travail. Qu'à cela ne tienne, l'accord était bel et bon et la belle s'exécuta. D'un colis, ils passèrent à 2, puis à 3, les clients semblaient insatiables et la fournisseur infatigable. L'argent coulait à flot et les fluides corporels aussi pour le plus grand bonheur des 2 associés. Et là, vous sentez que quelque chose va se passer. Si, je sais que vous êtes affûtés comme des lames de patin à glace. Au mois de mai 2022, les médecins généralistes de la région étendue de Setagaya constatèrent une étrange épidémie qu'ils n'avaient plus vue depuis des lustres. En effet, un grand nombre d'hommes, de toutes catégories sociales et de tous âges, venaient consulter pour d'étranges démangeaisons au niveau du bas-ventre et des observations entomologiques étranges dans cette région. En un mot commençant, les mâles de la région étaient infestés de morpions. N'ayant pour la plupart pas d'activité polissonne avec d'autres êtres humains, les médecins leur dirent donc de repenser au linge et aux vêtements qu'ils avaient pu porter ou mettre en contact avec leur anatomie.
Il ne fallut pas longtemps pour qu'un point commun leur fût trouvé, le site de vente de ce brave monsieur Hirano. Sommé de rembourser ses clients, contraints de couvrir leurs dépenses de santé et traînés dans la boue sur les forums spécialisés, oui ça existe, le tycoon du slip dégringola et se retourna vers celle à qui il devait sa chute. La traîtresse avoua avoir sous-traité et délégué l'ouvrage à des filles de la rue aux exigences salariales moindres, mais à l'hygiène parfois discutable. C'en était fini de son rêve de gloire et le Jeff Bezos du calbut crado revint tirer des palettes à l'entrepôt du coin. Moralité ? Oui, non, je sais, on va en trouver une. Bon, alors une petite citation de Jean Cocteau et de circonstance alors. La société nomme dépravation le génie des sens et le condamne parce que les sens relèvent de la cour d'assises. Le génie relève de la cour des miracles, la société le laisse vivre, elle ne le prend pas au sérieux. Moi, pas sûr que ça fédère les jeunes, ça Cocteau. Bon, les culottes, si, ça s'appelait à tout le monde. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être me faire un petit billet, moi. Chérie ! Ah oui, non, c'est vrai. Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Enchantée, je m'appelle Julie et je fais des vidéos sur YouTube depuis un petit peu plus d'1 an. Je traite. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouvez du true crime, que ce soit des tueurs en série ou des tueurs tout court. Vous retrouverez également des true stories qui traitent d'escrocs de ce monde, mais aussi des personnes qui s'évadent de prison. Bien sûr, quelques histoires paranormales, parce qu'on adore ça. Et aussi, plus récemment, de l'urbex. J'ai testé pour la première fois il n'y a pas très longtemps et je compte bien en refaire. Mon souhait serait que cette chaîne grandisse avec vous, qu'elle évolue petit à petit, qu'au niveau de la technique, de la lumière, du son, du montage, ce soit de plus en plus propre, mais aussi que je continue de vous raconter des histoires, que ce soit dans ma chambre ou bien dans des lieux incroyables. Merci beaucoup Satudine pour cette opportunité de coup de pouce. J'espère que je vous aurai donné envie d'en découvrir plus sur ma chaîne. En tout cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus et peut-être que lors de ma prochaine vidéo, on aura l'occasion d'échanger ensemble. Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Ici, nous ne parlerons malheureusement pas de voleurs de sous-vêtements, mais la culotte reste un sujet envisageable puisqu'elle est une pièce d'habillement le plus souvent ornée. Objet de fantasme, rien n'est trop beau pour elle. Dentelle pour les plus sages, sequin et strass pour les plus aventureux. En parlant de strass, nous revenons presque dans mon domaine. Je m'appelle Marion, je suis joaillière et historienne de l'art. Dans le domaine de l'histoire de l'art, je m'intéresse plus particulièrement à l'ornement et la parure. En tant que joaillière, je suis artisane indépendante. Dans mes vidéos, je vous partage mon amour pour la joaillerie et essaye de vous faire découvrir, le clinquant mis à part, l'aspect plus artisanal de mon métier. Je suis aussi passionnée de l'histoire de l'art et du bijou et j'essaye de vous donner à voir dans mon travail un aspect différent de celui couramment rencontré sur les sujets et œuvres que j'aborde. Alors si parler de bijoux, de tableaux et pourquoi pas de culottes à l'occasion vous intéresse, n'hésitez pas à venir faire un tour dans mon atelier. Je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à bientôt. Voilà, cette 59e édition de Petit Satsujin est presque terminée, mais avant de vous laisser reprendre une activité normale, j'ai retrouvé mon costume de VRP, alors feu! Comme le disait déjà, et très justement, Arletty à Yulbrunner lors du Festival de Cannes de 1958, « Crâne pas si t'es pas abonné à Satsujin, fleur de neve !» Très belle imitation. Et la petite avait bien raison. Regarder cette vidéo sans être abonné n'a aucun sens, alors si tel est le cas, je vous laisse le temps de vous acquitter de ce devoir moral et artistique. Voilà, on est quitte. Bon, je ne vous parle pas de la cloche, du partage, vous êtes grands. Si vous souhaitez soutenir la chaîne qui, je vous le rappelle une fois encore, est mon travail, vous pouvez me faire hériter des émeraudes de votre mamie, ou sinon me laisser un petit super thanks, wow, en cliquant sur le petit cœur avec $1 juste sous la vidéo. En bas là. Vous pouvez rejoindre l'unité Satsujin, c'est aussi sous la vidéo, le bouton rejoindre, juste à côté, pour voir les vidéos en avant-première et gagner des choses lors de live privés. Vous pouvez aussi laisser un
petits sous sur Tipeee ou sur Utip, et merci à ceux qui le font, ou en allant faire un tour sur la boutique satodine.fr où vous trouverez mes livres, que je vous dédicace à la demande, les CD, des musiques de la chaîne et des artefacts magiques qui vous transporteront dans un monde enchanté. La boutique Spreadshirt pourrait bien faire votre bonheur et vous y trouverez sûrement de quoi vous habiller pour l'hiver. Enfin, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux Twitter, Instagram, Facebook et TikTok. Bah oui, j'y suis souvent et y poste de splendides photos de ralentisseurs. Je vous laisse, je dois aller courir. Celui qui court plus vite que la beauté, son œuvre semblera laide, mais il oblige la beauté à la rejoindre, et alors, une fois rejointe, elle deviendra belle, définitivement. Matane.